Emmanuel Narchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans ce grand journal. Vous êtes diplomate et ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Cette nuit, c'est un haut commandant du Hamas qui a été éliminé, pas dans la bande de Gaza, pas en Judée-Samarie, mais au Liban. Est-ce que le Liban, c'est un nouveau refuge pour le Hamas ? Oui, tout à fait. Le Liban et la Syrie, en fait, ont toujours été des refuges et des points aussi de lutte contre Israël pour le Hamas, parce que c'est vrai que dans le contexte libanais, on pense surtout au Hezbollah, mais le Hamas aussi est actif dans cette partie du monde, dans ce pays, et donc je crois qu'il est tout à fait légitime et tout à fait utile que de frapper très très fort aussi le Hamas, pas seulement dans la bande de Gaza, mais là où il se trouve, que ce soit en Judée-Samarie, au Liban, en Syrie ou ailleurs. Alors, justement, quand il y a eu les massacres du 7 octobre, des responsables militaires et des responsables des renseignements ont affirmé qu'aucun auteur de ces massacres ne pourrait plus vivre en paix et que tous seraient retrouvés. Ces déclarations renvoient évidemment à l'opération Colère de Dieu en 1972, après l'attentat des JO de Munich. La fameuse liste Golda comportait 13 noms. Pour le 7 octobre, c'est environ 3000 terroristes qui ont participé à ces massacres. Sinwar Haniyeh, leader du Hamas, ont déjà été éliminés. Qui doit ou peut encore figurer sur une liste ? Oui, alors sur une liste pareille doivent figurer tout d'abord tous les dirigeants du Hamas qui ont été liés directement ou indirectement au 7 octobre. À mes yeux, les dirigeants soi-disant politiques, parce qu'il y a une espèce de distinction qui ne veut pas dire grand-chose entre le politique et le militaire chez le Hamas. Alors les dirigeants politiques qui se réfugient au Qatar, je pense qu'ils devront tôt ou tard aussi être frappés exactement de la même manière. Est-ce que le menu fretin, est-ce que des soldats individuels, des terroristes individuels, je dirais, du Hamas qui ont commis des actes de violence, est-ce qu'il faut les persécuter ou leur courir après à tout jamais ? Ça, je ne sais pas. Je crois qu'à un certain moment, il faudra dire, d'accord, cette liste, c'est surtout une liste de dirigeants et de personnalités, parce que le but, en fin de compte, c'est pas seulement un but de vengeance, c'est surtout l'élimination du Hamas en tant qu'acteur militaire et politique. Et pour cela, il faut frapper surtout ses dirigeants et ceux qui sont des responsables dans cette organisation. Justement, Emmanuel Narchon, un commandant adjoint d'une compagnie de la force Nourba du Hamas a été tué lors d'une récente frappe de drone dans le nord de la bande de Gaza. Ce qui est difficile à comprendre et à conceptualiser, c'est qu'après 546 jours de guerre, il puisse encore rester des commandants adjoints d'une compagnie de la force Nourba du Hamas. C'est une force très importante dans la bande de Gaza. Vous, comment vous l'expliquez ? Voilà, alors je crois que ce qu'on a vécu au fil des mois et cette dernière année et demie, c'est surtout une volonté israélienne de faire très attention et de ne pas mettre en danger la vie des otages. Et c'est la raison pour laquelle certaines zones et certains quartiers dans la bande de Gaza ont été épargnés, parce que nous savions que les otages s'y trouvent. Et donc, les dirigeants du Hamas ou certains dirigeants du Hamas ont profité de l'occasion pour bénéficier d'une espèce d'immunité, donc en se trouvant à proximité des otages, pour ne pas être atteints par nos forces. Maintenant, nous agissons de manière plus agressive et on commence à voir les résultats. Donc, on voit les dizaines de terroristes qui ont été tués depuis que les combats ont repris, y compris des dirigeants assez importants, que ce soit de la force Nourba et d'autres forces encore du Hamas, et je crois que c'est une bonne chose. Évidemment, il faut faire très très attention de ne pas porter atteinte à la vie de nos otages, et c'est pour ça qu'en fin de compte, Israël ne se lance pas encore dans une offensive terrestre de très très grande envergure, parce que celle-là signifierait malheureusement mettre la vie de nos otages en danger. Justement, agir de façon plus agressive, vous expliquiez que Israël avait mené des opérations dans les zones où il savait que les otages ne se trouvaient pas. Est-ce qu'on peut donc en conclure aujourd'hui que les zones où Israël opère, Israël sait qu'il n'y a pas d'otages sur place ?
Oui, je crois que c'est une conclusion raisonnable parce que nous ne voulons pas en aucun cas mettre la vie des otages en danger et c'est pour ça que nous opérons dans des zones qui sont moins dangereuses de ce point de vue-là. Il faut se souvenir, il ne faut pas oublier le sort funeste et terrible de 6 otages israéliens qui ont été assassinés parce que les troupes de Tsahal se trouvaient à proximité de l'endroit où ils étaient cachés par le Hamas. Et il ne faut pas qu'une telle tragédie se reproduise et c'est pour cela qu'il faut faire effectivement très attention. Il ne faut pas oublier aussi que cette opération militaire, alors d'un côté, elle a un but déclaré qui est effectivement d'éliminer un maximum de terroristes et de réduire les forces du Hamas, mais aussi elle a un autre but qui est en fait de pousser le Hamas vers la négociation et vers la flexibilité dans la négociation, parce que c'est seulement en utilisant la force armée que nous arriverons à convaincre cette bande de terroristes qu'ils ont intérêt à rendre les otages, sinon la vie de tous sera en danger. La cruauté du Hamas et la nocivité même du Hamas, y compris pour les Palestiniens, n'est plus à prouver. Mais effectivement, la question qui s'est posée, et j'aimerais vous la poser, Emmanuel Narshon, c'est sur le fait qu'il y avait une fameuse phase 2 qui était prévue pour permettre la libération des otages. Et c'est vrai qu'au bout de cette phase 2, il y avait l'arrêt de la guerre. Israël, finalement, n'a pas voulu aller à cette phase 2. Déjà, d'après vous, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Et puis, comment vous l'expliquez? Voilà, alors effectivement, ce qu'on voit aussi, et je crois que c'est tout à fait compatible avec ce que vous dites, c'est que le négociateur américain, le médiateur américain Steve Witkoff, en fait, a disparu de la région. Il n'est plus là et on ne parle plus de lui ces derniers jours, justement parce que les États-Unis aussi donnent leur feu vert à une opération militaire qui pourrait éventuellement améliorer les positions israéliennes dans le contexte d'une négociation. Je crois que on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas que cette guerre se termine sans une victoire claire du côté israélien. D'un autre côté, mettre la vie des otages en danger, ça non plus, c'est quelque chose qu'Israël ne veut pas se permettre. Et donc, c'est entre ces deux objectifs que nous essayons de trouver un juste milieu qui permette donc de continuer l'offensive sans mettre la vie des otages en danger. C'est quoi une victoire claire d'Israël ? Alors c'est une bonne question. Ça dépend à qui vous posez la question et je crois que c'est justement ça la grande difficulté. Parce que mesurer une victoire d'Israël uniquement en termes militaires ne veut pas dire grand-chose. La victoire d'Israël, c'est en fait c'est aussi un aperçu diplomatique et politique de ce que sera la bande de Gaza après le Hamas et de ce que sera la région lorsque le tumulte de la guerre se sera apaisé. Et pour l'instant, malheureusement, le gouvernement israélien n'est pas en mesure de montrer une stratégie à long terme. Et je crois que c'est ça la grande difficulté. Donc on parle de moyens militaires, on parle de pression militaire, mais la vraie victoire, c'est la paix. La vraie victoire, c'est de remplacer le Hamas par d'autres dirigeants de la bande de Gaza, des dirigeants qui, eux, ne seront pas liés au terrorisme, de manière à ce que la bande de Gaza puisse prospérer, que ses habitants puissent vivre normalement et que nous, en Israël, nous puissions aussi vivre sans la menace de cette violence. Justement, ce qui se passe dans la bande de Gaza ces derniers temps, c'est intéressant, hein. On voit des manifestations certes limitées, mais des manifestations contre le Hamas et même des manifestants qui auparavant prenaient la précaution de se masquer et qui ne se masquent plus. D'après vous, est-ce que ça, c'est l'embryon de quelque chose qui pourrait reconstruire Gaza, ce mouvement ? Oui, je pense qu'effectivement, ces petites manifestations, c'est l'embryon de quelque chose, mais ça doit être soutenu par la communauté internationale, ça doit être soutenu par les pays arabes modérés et notamment par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d'autres encore. Ça doit être soutenu par les États-Unis et éventuellement aussi par l'Europe, parce que c'est un processus qui ne peut pas être laissé à lui-même, sinon il disparaîtra. Il faut quand même dire que le Hamas est toujours là dans la bande de Gaza, qu'il a des armes, qu'il a des terroristes et donc qu'il est encore relativement puissant en termes de contrôle de la population palestinienne. Alors il faut aider, il faut assister ce mouvement de révolte contre le Hamas et je crois que c'est tout à fait dans l'intérêt israélien. Maintenant,
notre Premier ministre et notre gouvernement se refusent à tout prix de s'exprimer sur le sort de la bande de Gaza par la suite. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que là, on risque de se retrouver dans un espèce de piège. On lutte contre le Hamas sans offrir d'alternative ou sans proposer d'alternative. Et ça risque d'être dangereux parce que, à défaut d'alternative, eh bien, la réalité risque par la suite d'être toujours le Hamas. Il y a bien un plan qui a été présenté pour Gaza, d'ailleurs au moment de la visite de Benyamin Netanyahou aux États-Unis. C'est le fameux plan Trump, c'est-à-dire le fait que la bande de Gaza, en fait, les Palestiniens qui veulent partir puissent en partir et qu'ensuite tout soit reconstruit. Qu'en pensez-vous ? Alors pour cela, il faut que les Palestiniens tout d'abord veuillent partir et deuxièmement que quelqu'un soit prêt à les accepter. Et ça, c'est pas clair du tout parce que vous voyez justement qu'il y a un silence radio total à ce sujet de la part des pays arabes, d'ailleurs qui ne s'expriment plus ces derniers jours à ce sujet. Du côté de la bande de Gaza, on sait qu'effectivement, il y a des gens qui aimeraient la quitter. Ça, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Est-ce qu'ils veulent s'installer ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire ailleurs, etc. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là dans la bande de Gaza? Tout ça, ça doit être déterminé, je dirais, de manière beaucoup plus claire et certainement en collaboration et en discussion avec les pays arabes. Ça, c'est pas un plan qui peut être géré à partir de Washington sans l'aval et sans le feu vert de pays tels que l'Égypte, la Jordanie et les Saoudiens encore. Vous dites, vous avez dit à de nombreuses reprises depuis le début de cet entretien, le gouvernement israélien ne veut pas avancer pour expliquer ce qui pourrait être fait ensuite dans la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce que, en fait, toute avancée politique signifie d'une manière ou d'une autre la reconnaissance d'une certaine forme, alors je fais très attention, mais je dirais d'une certaine forme de souveraineté palestinienne. Alors pas nécessairement d'un État indépendant, je crois qu'il y a un consensus maintenant en Israël qui s'oppose à cela, Trump aussi le comprend parfaitement, c'est hors de question que les Palestiniens soient récompensés après le 7 octobre en ayant un État indépendant, mais il faut qu'il y ait une certaine forme de souveraineté et d'autogestion palestinienne, et ça c'est quelque chose que les membres de la coalition gouvernementale ne veulent pas entendre. Les partis d'extrême droite, le parti de M. Smotrich et le parti de M. Ben Gvir ne veulent pas entendre parler d'une forme de souveraineté ou d'autodétermination du côté palestinien. Or, si on veut remplacer le contrôle du Hamas dans la bande de Gaza par quelqu'un d'autre, par une autre force, il faut reconnaître que ça signifie que les Palestiniens auront le droit de gérer leurs propres affaires. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait, en fin de compte, et je dirais que c'est lié aussi d'ailleurs à cette idée de réconciliation avec l'Arabie saoudite, c'est quelque chose qui pourrait mener à moyen terme aussi à des négociations entre Israël, les pays arabes et les Palestiniens, avec le soutien des États-Unis sur une éventuelle indépendance palestinienne. Et ça, notre gouvernement ne veut pas en entendre parler. Malheureusement, en refusant de regarder à moyen terme, on sacrifie aussi le court terme. Merci beaucoup Emmanuel Narshon pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes diplomate et ancien porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Bonne fin de journée, Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom. Le Grand Journal.